On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Le travail de préposé aux bénéficiaires vous intéresse. On est dans une phase stratégique de recrutement en ce moment. Mais d'abord, il y a des citoyens qui sont tannés d'avoir des rues en gravelle. On veut asphalter Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des dernières semaines, même on pourrait dire des derniers mois, mais disons que c'est plus actif depuis quelques jours maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'est formé qui s'appelle Asphaltons Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces gens-là se sont réunis à quelques occasions, mais notamment au dernier conseil de ville lundi dernier. Ils se sont présentés à l'hôtel de ville pour questionner, mettre de la pression sur le présent conseil et peut-être aussi pour imposer une nouvelle thématique pour la campagne électorale à venir. On est dans une année électorale, mais la réalité aussi, depuis la fusion municipale, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, où il y a des anciens milieux urbains et ruraux. Il y a aussi quand même plusieurs dizaines de kilomètres de rues non asphaltées avec certains résultats qu'on va vous montrer d'ailleurs avec une photo assez probante. Deux invités pour en parler. D'abord, l'initiateur du projet, Patrice Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du conseiller municipal du secteur Iberville-Saint-Athanas dans la portion sud, Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je veux commencer tout de suite par la photo. La rue Mignonne. Oui. Une belle maison. Oui. Assez grosse, avec deux garages et tout ça. Okay. Et ça, à quel moment la photo a-t-elle été prise? Elle a été prise au mois de mars, cette année, en 2016. Au mois de mars. Et ça, c'est comme ça à chaque année? Mars, avril. Oui. Le printemps, disons qu'il dure longtemps. L'année passée, il a duré très longtemps. Février, mars, avril, c'était comme ça pendant une très longue période. Bon, à quel moment avez-vous pensé à partir ce projet-là? Ça émane d'où? Ça émane, moi, en 2013, j'ai commencé. Disons que moi, je voulais bien avoir de l'asphalte dans ma rue, puis je me disais que ça ne doit pas être si compliqué que ça, asphalter une rue. Donc, j'ai appelé à la ville de Saint-Jean pour savoir s'il y avait des projets d'asphaltage de rue. Puis, ils m'ont répondu que non, il n'y a pas de projet. Il fallait que les citoyens fassent la propre demande. Donc, j'ai fait la demande pour asphalter la rue. Puis, ça a bien été. Ils m'ont envoyé un sondage avec les coûts. Mais les coûts, ils se chiffraient à 276 000 pour ma rue qui a 250 mètres environ. Donc, c'est à plus de 1 million de kilomètres. Puis, comme je disais, même si la ville en paye une bonne partie, le projet n'a pas passé de justesse, honnêtement. Là, il n'a pas passé. Ça revenait entre 7 000 puis à peu près 16 000 par résidence. Donc, c'était quand même trop cher pour les résidents. Suite à ça, moi, je me suis dit, écoute, 1 million par kilomètre, je trouvais ça personnellement très, très cher pour asphalter une rue. Donc, j'ai contacté M. Bessette pour discuter un peu avec lui. Puis il m'a dit, écoute, là, j'ai parlé un peu du projet que moi, je trouvais ça cher. Puis je lui avais peut-être dit, si on faisait un plus gros projet, peut-être qu'on pourrait diminuer les coûts. C'est un des problèmes qu'on a ressenti aussi, c'est qu'il y a plusieurs problèmes dans les rues d'asphalte qui sont indépendants. Quand on prend, il y a des coins qu'on a des terrains agricoles d'un côté, des maisons de l'autre côté. Fait que là, quand on vient séparer les coûts, ça vient doubler. Parce que là, on ne prend pas juste la rue Mignonne, on prend l'ensemble de la population. Oui, autrement dit, si tu as une rue, tu as une terre agricole d'un côté, puis de l'autre côté, tu as 3-4 maisons. Bon. Mais le propriétaire de la terre agricole, lui, va être pris pour payer sa part. Il n'y a pas à payer. Ouais, fait qu'automatiquement, on vient doubler. En plus, dans le coin, on prend Reed, parce qu'il y a Mignonne, il y a dans le coin Reed. On a des terrains en zone inondable qui sont non construisibles. Fait que quand on arrive, puis il y a un terrain en face de chez toi qui est non construisible, puis dans zone inondable, la facture est refilée automatiquement aux citoyens, ce qui vient monter le prix. Quand on arrive dans les sondages, bien là, un des problèmes qui arrive, que je parlais un peu hier soir, c'est si tu as 3 personnes sur la rue, comme j'expliquais, il y en a 2 qui sont à chaque extrémité qui donnent sur des rues d'asphalte, puis celui au milieu, bien, il est tout seul sur sa rue. Quand il arrive pour voter, c'est le seul qui n'a pas d'asphalte. Les 2 au bout des blocs sur des rues d'asphalte. Celui au centre, il n'y en a pas. On fait un sondage. Même quand il a invité ses chums tout l'été au barbecue, quand il arrive pour voter, bien, lui, il vote pour avoir de l'asphalte, les 2 autres n'en veulent pas. Fait qu'un moment donné, il faut trouver une façon que Saint-Jean soit asphalté au complet, puis qu'on vienne à faire des règlements d'emprunt global pour régler un peu le problème. Là, il s'est dit beaucoup de chiffres à l'occasion de l'Assemblée de lundi. Bon, d'une part, vous dites qu'il y a à peu près 560 résidences à Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'ont pas d'asphalte en avant de chez eux. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on avait fait sortir par la ville. Moi, fait sortir par Mme Martin, puis elle nous a sorti... Okay. Ça, c'est le bon chiffre? C'est le chiffre que la ville nous a fourni, oui. Bon, puis moi, j'ai fait, de votre information, j'ai fait le tour de chacune des rues pour repérer les numéros de porte. Il y a combien de rues? Il y a près d'une centaine de rues. Bon, une centaine de rues, 560 résidences.
Là, hier, lundi, au Conseil, on disait, ouais, c'est à peu près 48 km,6 de rues non asphaltées. Ça, c'est un chiffre avec lequel que vous ne corroborez pas. Bon, nous, on n'a pas sorti. Moi, j'ai Non. pas eu de certitude. J'ai pas eu, à part Patrice, a eu un chiffre qui est quelqu'un qui est donné fixe, mais j'ai pas eu de chiffre fixe. On parlait. Les chiffres, moi, c'était 26 km qui sont sortis dans les journaux, dans le Canada français. Plusieurs fois, c'était 26 km de rues non asphaltées. Si on ne veut pas se lancer Donc, sur quelque 26. part entre 26 et 48 kilos, Exactement. mais on dit, OK. Donc, une centaine de rues, 560 résidences. Là, il y a un autre chiffre aussi parce que vous dites, dans le fond, pourquoi ça ne pourrait pas coûter 500 000 du kilomètre et non pas 1 million du kilomètre pour qu'au final, la quote-part du résident joue entre, disons, 5 et 8 000 qu'on peut étaler sur une vingtaine d'années. Oui. Chiffre un peu plus raisonnable sur la quote-part des citoyens. Mais, puis peut-être Justin Bessette pourra compléter là-dessus, mais là, ce que je comprends, hier, le conseiller Berthelot dit, oui, mais écoutez, il y a nous, la Ville, il faut respecter des normes, des procédés, des ci, des ça, ce qui fait qu'au final, la job coûte un peu plus cher. Là. À la base, il faut comprendre, il faut partir de la base, parce que là, présentement, on ne reconnaît pas la fondation de rue qu'ils ont déjà présentement. On dit, les gens, les citoyens, doivent payer pour la fondation de rue pour mettre l'asphalte par la suite. Nous, ce qu'on part de notre base, c'est qu'on se dit, la fondation de rue a déjà été payée. Un peu comme une rue ici à l'arrière. Donc, si tu pars que la fondation de rue a déjà été payée, c'est la Ville qui doit payer la fondation de rue, puisqu'elle a déjà été payée une fois. Puis, s'il y a de la contamination, si on doit creuser, la Ville s'occupe de la fondation. Le citoyen qui n'a pas d'asphalte paie seulement l'asphalte qu'il y a par-dessus. Ou qu'on n'est pas d'accord avec la Ville, c'est que là, on dit, oui, mais là, si on met de l'asphalte, il faut que les citoyens payent leur fondation. Là, je pense que j'ai l'impression qu'on fait deux catégories de citoyens. Ceux qui n'ont pas d'asphalte, bien, doivent payer leur fondation plus l'asphalte. Puis ceux qui ont déjà de l'asphalte, ils n'ont plus rien à payer. Parce que s'ils l'ont payé, il y a 100 ans, comme on dit, ils n'ont plus jamais à repayer. Bon. C'est là que ça devient un petit peu les enjeux. Bon, ce que disait la mairesse suppléante, Marcoux, lundi dernier, c'est bon, il y a comme 2-3 catégories de rues en gravelle. Celle en zone inondable, où ça prend une permission gouvernementale pour la faire. Celle en zone agricole, dont on faisait référence il y a quelques instants, et les autres, celles qui sont desservies ou non desservies. Là, évidemment, dans votre cas à vous, certains diront, ouais, mais vous avez payé votre maison et votre terrain en conséquence du fait qu'il n'y avait pas d'asphalte en avant de chez vous. Bien, je peux juste vous dire que la maison, je l'ai faite bâtir. Donc, je n'ai pas eu de rabais parce que j'avais une rue de gravier, disons, que j'ai payé le prix que tout le monde paie. C'est sûr que le terrain était un peu plus, le prix était avantageux, mais ça fait quand même 15 ans qu'on a acheté ça. Donc, l'économie est... Il faut comprendre que les citoyens, là, ils ne veulent pas tout se faire donner. Hier, on a lancé Ils sont des prêts chiffres. à payer. Ils sont prêts à payer. Parce qu'hier, on a lancé, ça va coûter 20 millions. Puis là, je prends les chiffres que M. Berthelot a dit. Ouais. Ça va coûter 20 millions à la Ville faire asphalter. Bien, je suis désolé, je vais faire un petit calcul mathématique très simple. Si les citoyens sont prêts à en payer 10 ou 15, le projet coûte 20, ça coûte 5 millions à la Ville. Ça ne coûte pas 20 millions à la Ville. Parce que ce que Patrice va payer, puis ce que les autres citoyens vont payer, c'est pas la Ville qui paie. Puis les coûts qu'on va sauver aussi. Il faut enlever le grader qu'on aura pu à passer, l'entretien des roues, il y a un coût à ça. Quand ils font un référendum pour savoir comment ça coûte, bien, on met du personnel là-dessus, même si ça ne passe pas la rue. On a du personnel qui travaille à temps plein à regarder, bon, bien là, on va faire une analyse, parce que le sondage a passé, 60 en voulaient. Fait que la première étape, comme M. Patrice passe, tu as 60 qui en veulent. Par la suite, on fait une analyse de comment ça va coûter. On va en devis pour savoir comment ça va coûter. On envoie ça à tous les citoyens avec le vrai prix. On refait un référendum. Oups, là, ça passe pas. Mais il y a beaucoup de temps et d'énergie passée pour mais les parlant pour de les référendum, moi, le chiffre aussi que je trouvais intéressant à l'Assemblée de lundi, bon, Mme Marcoux dit, si la Ville paie plus que 24 donc c'est l'ensemble de la Ville qui paye, les gens peuvent aller en registre et forcer la tenue d'un référendum. Et souvent, les gens pourraient avoir la réaction suivante, bien, écoutez, moi, j'ai de l'asphalte en avant de chez nous, donc je ne paierai pas pour eux autres. Bon. Et ça, est-ce que ça, c'est une contrainte avec laquelle vous devez composer? C'est-à-dire que si on fait un méga règlement pour la Ville et que ça excède le fameux chiffre de 24 est-ce qu'il n'y a pas un risque que la majorité des citoyens s'opposent à cette dépense? C'est exactement là, quand on parle du 24 si on ne reconnaît pas la rue, la fondation, le gros coût de l'asphalte, c'est la fondation. Si on reconnaît que l'asphalte, la fondation appartient à la Ville, on ne rentre pas dans le 24 Si on reconnaît, comme ici, là, on ne fait pas un référendum quand on fait la rue, là, parce qu'on reconnaît qu'elle a déjà été faite une fois, donc la Ville doit faire. Si on compte que... Le gros, on parle souvent d'asphalte, mais avant l'asphalte, là, la base puis les gros coûts, c'est la fondation. Fait que si la fondation, on la reconnaît déjà fait, le 24 on est correct, on n'en demande pas plus. Bon.
Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que vous avez eue jusqu'à présent? Parce que vous avez fondé une page Facebook, vous aviez déjà tenu une première rencontre avec vos gens, il y en avait peut-être une centaine au conseil lundi. Parlez-nous un peu de la mobilisation des troupes en ce moment. Là. Oui, écoutez, moi, je peux vous dire que hier, dans le fond, on sait qu'il y avait une première bordée de neige, les rues étaient glacées, le timing n'était peut-être pas idéal, quand même 100 personnes se sont déplacées. Moi, j'étais content de voir tous ces gens-là qui étaient là. Il faut comprendre qu'on n'est pas des milliers non plus, des milliers de résidences à Saint-Jean de ne pas avoir d'asphalte. Ouais. Moi, j'étais content de voir que les gens étaient interpellés. Puis j'étais aussi content de voir la réaction des gens au conseil municipal quand que Mme Marcoux a répondu à nos demandes, que les gens étaient vraiment intéressés d'avoir de l'asphalte. Ils étaient vraiment, comme dirait, moi je pourrais dire, ils étaient tannés, exaspérés de vivre dans les rues de gravier, dans les rues de boue. Dans le fond, là, nous autres, là, on ne demande pas grand-chose. Comme je disais un peu hier au conseil, on ne veut pas les trottoirs, on ne veut pas les fils enterrés, on ne veut pas des bordures. On veut juste avoir de l'asphalte dans nos rues, comme quand on va au camping. On va au camping, le 3/4 des campings sont bien asphaltés. On arrive chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2016. Vous avez vu tantôt la photo. On arrive chez nous, puis les rues sont en gravier, puis en poussière, puis en boue. Fait que je pense que moi, j'étais content de voir les gens qui étaient présents hier à l'Assemblée. Ouais. Puis on doit venir à mettre une échéance si on ne veut pas, dans 100 ans, avoir encore des rues comme ça. Parce que si on ne met pas d'échéance, bien, dans 100 ans, si on y va rue par rue, puis on en fait une par année, puis il nous reste une centaine de rues à faire, bien, ça va prendre 100 ans avant qu'on ait de l'asphalte. Là, actuellement, est-ce qu'il y en a quand même qui se font certaines rues en la rue gravelle? de Laval, là, Ouais. qui a passé, qui a été acceptée. Puis ça, c'est une rue qui a fonctionné. Puis un autre des problèmes, il y en a une ou deux rues là, qui se font. Ça arrive des fois qu'on arrive à en gagner, que la majorité des citoyens signent, puis ça arrive à passer. Ouais. Mais c'est pas l'ensemble. Tu sais, des fois, on a des cas problématiques que ça passera jamais. Comme vous, sur Mignonne, vous êtes combien de citoyens? À peu On près? est 12 résidences. Vous êtes 12 résidences. Oui. Puis ce que je comprends, c'est que quand il y a eu la consultation, il n'y a pas eu de majorité, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais la majorité passe pas à cause des coûts. Parce que ça coûtait 16 000 quelque chose. On ne reconnaît pas la fondation. Si on arrive à reconnaître la fondation, puis on tombe à des chiffres de 8-9 000. Et si ça coûtait, c'est ça, 5, 6, 7, 8, 9 000, Je suis convaincu que ça passe. que vous auriez la majorité des 12 à ce moment-là. Exactement. Oui. Puis dans nos demandes, je pense qu'on est raisonnable. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'appelle et qui me disent écoute, on ne veut pas payer, on paye déjà assez cher de taxes comme ça, on ne veut pas payer plus cher encore. Moi, premièrement, je leur dis que les taxes, ils payent déjà la pleine valeur des taxes. Parce que quand on reçoit l'évaluation de nos maisons, comme on a reçu cette année au printemps, puis les taxes ont augmenté de beaucoup dans notre cas. Moi, j'ai appelé l'évaluateur, je lui ai dit écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ma rue, c'est une rue de gravier, puis ma maison, là, au prix que tu l'évalues, c'est pas vraiment un prix qui est équitable selon moi. Il m'a dit écoute, nous autres, quand on fait l'évaluation, on ne tient pas compte de la rue. On tient compte du quartier. Fait que mes voisins qui ont les rues asphaltées, puis nous, on paye les mêmes taux de taxation. C'est important, là, parce que le monde ne sont pas au courant qui payent les mêmes taxes que ceux qui ont les rues en gravier, les mêmes taux de taxation. Ouais. C'est sûr que ceux qui ont de l'asphalte, ils ont payé pour leur asphalte. Ils l'ont payé à un certain temps. Au même titre que nous, on va payer aussi. Attention, au même titre, nous autres, on va payer aussi quand on va asphalter nos rues. Quand on dit qu'on l'a payé, il faut compter dans n'importe quelle chose. Là. Il y a un amortissement. Là. Il y a une durée de vie à tout ce que tu payes. Là. À part à la ville, mais il y a une durée de vie. Moi, je m'achète un auto demain matin. Je peux-tu aller chez GM et dire j'en ai acheté un il y a 20 ans, fait que tu vas m'en redonner un? Non. Ta toiture est garantie 15 ans, elle n'est pas garantie 30 ans. Là, quand on dit qu'on l'a payé une fois puis c'est payé à vie, il faut faire attention là, parce que là, Patrice paye pour ceux qui l'ont déjà jamais même payé. Là. Parce que ici, là, c'est la Grande Rue, puis je vais prendre la Grande Rue parce qu'on est en arrière, mais ça a été fait il y a 100 ans. Il n'y a pas un citoyen qui a payé pour ça. Ça a été payé il y a 100 ans. Elle a été mangée 3 fois, la rue. Un moment donné, c'est là qu'il faut arriver avec une équité parce qu'ils ne demandent pas de l'avoir gratuit, d'en payer une petite partie, mais il faut reconnaître non plus que c'est si pas vous me permettez, M. Latour, je veux dire la politique de la ville de refaire les rues déjà asphaltées. C'est très fâchant pour les citoyens qui ont les rues de gravier. Là. On le sait, l'année passée, là, à toutes les fois que je passais sur le viaduc à Iberville, je voyais les rues Saint-Christophe à Masseau, peut-être 7-8 rues certains qui se faisaient refaire même s'ils étaient déjà asphaltés. Les rues se font refaire, ils font refaire l'asphalte, puis nous, aucun projet pour ceux qui ont les rues en gravier. Moi, je trouve ça très, très fâchant. Là, à vous deux, merci beaucoup. En souhaitant, on va suivre ça, on va suivre l'évolution. On est dans une année aussi électorale, donc on verra si le thème va s'imposer de lui-même durant la campagne. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de recrutement pour devenir préposé aux bénéficiaires.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, il va y avoir de la magie. Regarde, moi, je disparais. Oui, écoute, avec nos amis Patrick Loutier et Serge Villette de la magie de l'air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Est-ce que le métier de préposé aux bénéficiaires vous intéresse? Visiblement, il y a des besoins dans la région. On est en recrutement actuellement. 2 invités pour en parler. D'abord, Marie Spoupart, qui est directrice ressources humaines, communication et affaires juridiques au 6 de la Montérégie Centre. Bonsoir. Bonsoir à vous. Accompagnée par Julie Gagné, qui est agente de développement avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi autant de besoins en préposé aux bénéficiaires? C'est vraiment criant, les besoins dans le domaine? En fait, on a des enjeux de recrutement dans la région de Saint-Jean. Le 6 de la Montérégie-Centre couvre un grand territoire. Alors, c'est effectivement des besoins qui sont importants, une cinquantaine à recruter de préposés pour notre organisation. Alors, pour combler des postes, combler des remplacements, des congés de différentes natures. Donc, c'est un type d'emploi qu'on tente de faire connaître, de valoriser pour s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour remplir tous nos besoins. Bon. Et là, avec la commission scolaire, parce que vous travaillez de pair, parce qu'évidemment, vous les prenez aux études et ultimement, vous les formez pour qu'ils atterrissent au 6 de la Montérégie. De quelle façon pouvez-vous travailler conjointement, justement? Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez vous entraider? Bien là, c'était de voir comment on pouvait avoir le plus de gens possible à l'école pour combler leurs besoins, de s'assurer aussi de partir nos cohortes, alors la date de début, et de terminer en fonction de la période estivale des vacances ou le temps des fêtes. Fait que ça, c'était une stratégie qu'on a regardée avec eux pour pouvoir pallier à la pénurie. Bon. Quels sont les critères d'admissibilité pour devenir préposé aux bénéficiaires? C'est-à-dire quelqu'un qui nous regarde en ce moment, soit pour une réorientation de carrière ou pour un jeune qui actuellement est au secondaire et se dit peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire. C'est quoi les requis pour faire ça? Les requis, alors on parle de critères de 3e secondaire en français, en anglais, en mathématiques, ou bien avoir 16 ans en date du 30 septembre. Puis c'est toujours possible là, dans les cas là, un petit peu plus compliqués. Là, il y a des fois des petites choses qu'on doit vérifier. Moi, nous, ce qu'on conseille, c'est de rencontrer une conseillère en orientation pour s'assurer là, d'avoir un dossier impeccable pour pouvoir être admis. Là. Oui. Bon. Une fois qu'ils sont... Est-ce qu'il y a un minimum de formation à avoir? Bref, une fois qu'on dit qu'on rencontre les critères et qu'on appelle aux ressources humaines du 6 pour s'inscrire, il arrive quoi par la suite? Bien, je vous dirais que le partenariat qu'on a scellé avec la commission scolaire, c'est justement pour devancer ce processus-là puis permettre aux candidats qui entrent dans le programme d'avoir un emploi garanti à l'entrée du programme, avec l'engagement, évidemment, de suivre la formation et de la réussir. Donc, conséquemment, à partir du moment où les candidats réussissent le programme, bien, le lendemain de la fin du programme, ils sont déjà embauchés chez nous. Ils sont embauchés en entrant au programme, ils font leur stage dans l'organisation. Donc, c'est un parcours professionnel qu'on a concocté finalement ensemble pour s'assurer d'aller chercher non seulement les profils sur les bancs d'école, mais au moment des entrées au programme, de s'assurer qu'ils répondent aux exigences de l'organisation. Parce qu'un des phénomènes qu'on observait, c'était qu'un certain nombre de candidats entraient au programme, faisaient le programme, soit l'abandonnaient en cours de route parce que ne connaissaient peut-être pas suffisamment ce qui en retournait de ce métier-là, ou encore sortaient du programme, puis lorsqu'on les recevait en entrevue de sélection, malheureusement, pour différents considérants, ne passaient pas la rampe. Donc, l'association qu'on fait, c'est le caractère nouveau, je dirais, c'est qu'on les choisit ensemble d'entrée de jeu.
Et de cette façon-là... Vous vous bien, assurez à l'autre bout. exactement, du résultat, du finalement. résultat. On met plus de chances de notre côté pour avoir la cohorte complète. Mais il faut aussi considérer le fait que la personne doit avoir réussi le programme Assistance à la personne en établissement de santé, qui est un programme de formation professionnelle. C'est ministériel, c'est un programme de formation régulier. Alors, la personne, en terminant, en ayant son diplôme d'études professionnelles, puis en étant présélectionnée conjointement, bien, on arrive au final avec un emploi garanti. Bon, c'est un DEP qui prend combien de temps à faire? C'est combien d'heures? C'est 750 heures. C'est échelonné tout dépendamment de la date de début, là, 7 à 8 mois. On a toujours l'arrêt, tout dépendamment encore, comme je vous disais, l'arrêt d'été des vacances estivales. Puis si je peux vous donner comme exemple, là, une cohorte qui commence en septembre termine mai pour pouvoir pallier à... Donc, ça veut dire qu'en moins d'un an, oui. Quelqu'un qui s'inscrit à un travail, comme on dit, un job assuré. Tout à fait, exactement. Et là, actuellement, vous en formez combien par année? Par année, tout dépendamment de la demande, on en a une trentaine, une quarantaine. Cette année, bon, on est visionnaire avec l'entente de partenariat. Ce qu'on pense, là, c'est qu'on serait bon pour aller en chercher une vingtaine, peut-être un petit peu plus. Alors, en étant positif, là, je m'attends à ce qu'on ait des inscriptions. Et là, est-ce qu'on est actuellement dans le bon moment pour s'inscrire? Tout à fait. Actuellement, il y a différentes activités de promotion qui ont cours. Dans les prochains jours, la semaine prochaine, il y a aussi des activités qui vont avoir lieu sur le territoire de Saint-Jean, dans un de nos centres d'hébergement. C'est le rendez-vous préposé. Donc, les gens sont invités à s'inscrire à ces rendez-vous-là pour venir nous rencontrer, bien sûr, les représentants de l'établissement, mais les représentants de la commission scolaire pour en apprendre davantage sur l'environnement de travail, parce que ça va être dans un vrai centre d'hébergement. Il y aura des vrais préposés sur place qui seront là, des gestionnaires de nos équipes qui seront aussi là pour parler de ce métier-là. Bon, vous parlez évidemment des rendez-vous PAB pour préposer aux bénéficiaires, donc les 29 et 30 novembre au centre d'hébergement Gertrude-Lafrance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est probablement le bon moment pour s'inscrire, poser des questions et tout ça. Actuellement, le cours, il est donné à la polyvalente Arts-Marasco? Oui, la polyvalente. Alors, les locaux sont à l'intérieur de la polyvalente. Alors, c'est l'École professionnelle des métiers à l'édifice Normandie. Alors, oui, à ce moment-là, c'est à cet endroit-là. Et on ne l'a pas dit tantôt, mais c'est quoi aujourd'hui, en 2016, le travail d'un préposé aux bénéficiaires? C'est quoi ses tâches, c'est quoi ses responsabilités, les quarts de travail, le type de clientèle? Le travail ressemble à quoi? En fait, nos préposés aux bénéficiaires peuvent œuvrer dans différents milieux, milieux hospitaliers, milieux de longue durée, donc d'hébergement. Donc, je vous dirais que ça, c'est les grands secteurs dans lesquels ils peuvent œuvrer. Ils sont appelés à travailler jour, soir, nuit, évidemment les week-ends. Pas les 3 quarts la même semaine, mais les gens sont appelés à travailler sur ces différents quarts-là. Ça donne une latitude pour le choix des disponibilités. Évidemment, la clientèle, c'est une clientèle vulnérable, de grands besoins, donc souvent des personnes âgées, mais dans nos unités de médecine ou de spécialité qu'on trouve en centre hospitalier, on peut avoir une clientèle diversifiée. Alors, c'est le type de clientèle. Les principales tâches, bien évidemment, il y a tout l'univers des besoins d'hygiène, l'assistance, la mobilité de nos personnes, les soins de base. Donc, c'est sûr que c'est un travail qui est extrêmement varié. Travail aussi en interdisciplinarité avec différents professionnels, donc des compétences relationnelles, des compétences humaines, parce qu'on travaille avec les gens dans leur quotidien, dans leur intimité. Alors, c'est un métier qu'on souhaite valoriser et faire connaître. Puis toutes ces activités-là qu'on déploie actuellement, que ce soit avec la commission scolaire ou dans toutes nos activités de promotion, visent essentiellement ces objectifs-là. Je reprends ce que vous disiez au début, vous parliez d'un besoin d'à peu près d'une cinquantaine. Est-ce que c'est un besoin qui est récurrent, c'est-à-dire avec le cycle des mises à la retraite et tout ça? Est-ce qu'à chaque année, vous vous retrouvez dans une situation de besoin? Actuellement, oui, effectivement. Le besoin de 50, il faut savoir que dans le RLS, donc le réseau local de Saint-Jean, on a environ 800 préposés aux bénéficiaires. Donc, le remplacement de congés, le remplacement d'absence, évidemment, les congés de maternité, congés de retraite, les différents types d'absence font en sorte qu'on a besoin d'un certain nombre de ressources pour s'assurer de remplacer ces gens-là. Donc, le 50 fluctue. Actuellement, il y a des besoins spécifiques, mais c'est un nombre là, qui est régulier, je vous dirais. Bon. C'est quoi les principales questions qui vous sont posées généralement, quand comme l'activité que vous allez avoir le 29-30, là?
Et là, je ne sais pas, est-ce que majoritairement, c'est encore pas mal des filles qui Oui. s'inscrivent? Beaucoup de Très, filles. très, très majoritairement. Mais où on Ouais. a présenté et où on est allé faire la promotion du métier de préposé, on a sollicité beaucoup les garçons, mais c'est encore majoritairement des filles. Et c'est quoi les questions qu'ils vous posent? Le genre de questions, bien, c'est sûr on va se faire poser comme question tout ce qui est, le métier de préposé, les quarts de travail, la rémunération. Maintenant, les gens prennent beaucoup en considération aussi tout ce qui est les avantages marginaux. Alors, l'assurance collective, maintenant, Ouais. les régimes de Protection retraite, ça, sociale. on se fait poser la question. Ça ressemble pas mal au type de questions qu'on a. Est-ce que je vais travailler de nuit, de soir, de fin de semaine? Est-ce que je vais avoir des congés à Noël? Les vacances Non, estivales. jamais de congé, c'est ça. On va avoir des vacances. Justement, côté rémunération, avec les échelles que vous avez aujourd'hui, ça va de quoi à quoi un préposé? Ça oscille entre 19 et 21 $. On ajoute à ça les avantages sociaux. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a des primes particulières pour la nuit ou ces Tout trucs-là? à fait. Primes particulières pour les quarts de soir, les quarts de nuit, dans certains secteurs spécialisés. Évidemment, tout ça est enchâssé dans nos conventions collectives. OK. Donc, c'est les taux qu'on retrouve dans l'ensemble du réseau, évidemment. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est de se distinguer dans différentes caractéristiques pour attirer les gens, puis leur permettre d'avoir accès notamment à des programmes comme ceux-là, puis de s'assurer d'offrir des conditions à la sortie, notamment. Mais la grosse différence à partir de maintenant, c'est qu'avec l'entente que vous avez développé des stratégies de recrutement justement pour les recruter conjointement. Tout à fait. Puis une fois qu'ils sont recrutés, avant même d'avoir complété le cours, ils savent déjà qu'ils s'en vont chez vous, là. Exact. Donc, Au jour 1 de la formation. Tout à fait. c'est ça. Alors, donc, les rendez-vous PAB, les rendez-vous préposés aux bénéficiaires, à ne pas manquer les 29 et 30 novembre au Centre d'hébergement Gertrude Lafrance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si le métier, évidemment, vous intéresse et la formation qui vient avec, évidemment, tout juste avant, donc vous pouvez bien sûr vous inscrire au rendez-vous PAB. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu met à la disposition de ses clientes un nouveau service, une clinique d'information juridique. Ne manquez pas notre télébingo tous les dimanches matins. Il y aura de nouveaux jeux à compter de dimanche prochain, mais aussi une cagnotte de 4 000 $ pour un spécial du 4 décembre. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.